Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous parler de mes sujets favoris, c'est-à-dire l'histoire de l'Union soviétique et des pays communistes. Non, je change de casquette et je vous propose une petite promenade moins sérieuse peut-être euh, en littérature sur le thème de la biographie et de l'autobiographie. En effet, depuis plusieurs années, là, 3-4 ans, je me suis essayé un peu, d'abord à l'autobiographie, puis à la biographie. Et donc, j'aimerais vous faire part des quelques réflexions que j'en ai tirées. Alors, ces, ces réflexions, je les ai transformées en conférences. Donc, un certain nombre d'entre vous ont pu assister à ces conférences. Dans ce cas, évidemment, qu'ils ne soient pas trop déçus, mais je vais redire ce que j'ai pu dire à cette occasion, et donc ils vont certainement nous quitter. Je parle surtout pour ceux donc qui n'étaient pas là et qui donc acceptent de me suivre au moins au début de mon exposé, quitte à quitter la séance facilement. C'est un des avantages, n'est-ce pas, de la vidéo. Alors, je vais d'abord agrandir un petit peu le, la pastille où on me voit pour que c'est quand même plus agréable de voir la personne qui parle. Donc, retour sur quelques conférences, ça me permet de, dans cette série littéraire, donc que j'intitule peut-être pompeusement de l'autobiographie à la biographie, de partir donc, je vous l'ai dit, de quelques expériences récentes. Alors, il y a 2 ans, j'ai décidé, ça m'a pris brusquement, d'écrire mon autobiographie. J'ai intitulé cela Mon histoire. Ça a donné lieu à un gros livre de 500 ou 600 pages. Ensuite, l'année suivante, mon neveu, le général Soulet, qui était général d'aviation, étant décédé des suites d'une maladie, ça m'a intéressé de plonger un peu dans sa carrière et d'essayer de la reconstituer. Et j'ai publié donc cet ouvrage intitulé Le ciel sur ses épaules. Donc c'est une biographie. J'ai récidivé en matière de biographie puisque cette année, donc, je me suis attelé à la biographie d'un maire de Tarbes entre 1935 et 1944, Maurice Trélu. Bien entendu, le destin de Maurice Trélu est très différent de celui de mon neveu. Il est très riche et ça m'a passionné. Donc, l'ouvrage n'est pas encore sorti alors que je vous parle, mais il va sortir pour la Noël. Et enfin, durant ces quelques vidéos, je ferai sans doute quelques allusions à un ouvrage que je suis en train de réaliser avec Madame Durieux, qui était sénatrice des Hautes-Pyrénées. Donc, nous préparons un livre qui sera une suite d'entretiens entre elle et moi. Elle a une très riche carrière, non seulement comme conseillère générale, sénatrice des Hautes-Pyrénées, mais surtout à l'étranger, en Europe. Elle a vraiment participé aux relations internationales. Donc, abordons aujourd'hui, comme premier thème, l'autobiographie. Donc, alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est celle qu'on m'a posée quand on a osé le faire. Mais pourquoi écrivez-vous sur vous-même? Mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur Soulet? Vous vous prenez pour qui? Pour Victor Hugo, pour Churchill, pour De Gaulle? Donc, on me l'a dit ou on l'a pensé. Mais c'est évident, j'en ai été conscient. Bon, ça ne m'a pas traumatisé puisque j'ai continué mon travail et je l'ai publié. Je pense que ceux qui ont fait l'effort inouï de le lire ou de le parcourir ont compris pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est déjà pas si mal. Alors, pour répondre à la question, je vais d'abord rappeler les
les types d'autobiographie qui existent depuis l'Antiquité, puisque le genre le plus ancien de l'autobiographie, ce sont les mémoires. Alors, des mémoires, c'est bien sûr un récit de vie d'une personne qui a vécu des événements importants, qui en a été le témoin, parfois l'acteur, et qui souhaite donc en laisser une trace dans l'histoire. Donc, le plus célèbre de ses ouvrages, de ses autobiographies, c'est évidemment le De Bello Gallico de Jules César, La guerre des Gaules. Mais il y a aussi, très voisin des mémoires, ce qu'on appelle les confessions. Les confessions, alors on pense à Saint-Augustin, on pense à Jean-Jacques Rousseau, ce sont des ouvrages où les auteurs exposent avec franchise les fautes, les erreurs de leur vie, d'où le terme de confession. Donc récit autobiographique où l'auteur rapporte les erreurs de sa vie. Alors, évidemment, pour que des confessions soient intéressantes, il faut que l'auteur accepte d'être d'une sincérité, alors sinon totale, ça, on ne peut pas l'exiger non plus, mais enfin disons, d'une grande sincérité, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il y a également un genre que personnellement j'aime beaucoup, le journal. C'est-à-dire que l'auteur relate, disons, ses faits et gestes quotidiens. Que ces faits et gestes aient peu d'importance. Ce matin, mon ami est venu me voir, nous avons parlé de ceci, de cela, donc parfois des faits de très peu d'importance, et d'autres fois des événements vraiment qui ont défrayé la chronique. Mais enfin, en général, c'est plutôt le quotidien. Alors, parmi les journaux célèbres, il y a bien sûr celui d'André Gide, qui est admirablement écrit. Il y a aussi une forme d'autobiographie, de journal, qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus, les livres de raison autrefois. C'est-à-dire, c'est un genre mixte où l'auteur tient ses comptes. Ce matin, j'ai acheté pour tel livre, puis je suis allé acheter du vin qui m'a coûté tant, puis bon. Donc, les comptes, mais aussi des faits importants de sa vie. Alors, le chef-d'œuvre du livre de raison, c'est le livre de raison d'un bourgeois de Londres qui s'appelait Samuel Pepys et qui nous a laissé en 2 volumes un journal absolument passionnant où il parle de ses affaires, il parle de l'incendie de Londres, il parle aussi, donc je disais, de ses affaires commerciales, mais il parle aussi de ses affaires intimes. C'est passionnant, le journal de Samuel Pepys. Alors pourquoi ça n'avance pas? Voilà, un livre de raison, donc du latin, c'est-à-dire livre de compte, donc un registre de comptabilité domestique. 2 grandes catégories sociales ont été tentées, surtout par l'autobiographie. Les élites, parce qu'elles estiment avoir vécu des vies extraordinaires. Par élite, je parle de personnalités politiques, du monde littéraire, artistique. Et puis, au bas de l'échelle, au bas de la pyramide, les classes populaires qui ont eu des vies souvent héroïques. La plupart du temps, elles n'ont pas eu l'initiative de raconter leur vie, mais elles ont rencontré des passeurs, des gens donc, dont le métier était l'écriture et qui les ont interrogés et qui ainsi donc ont pu retracer la vie. Donc la plupart du temps, pour les classes populaires, il y a eu un intermédiaire ou dans des grandes maisons d'édition,
ce qu'on a appelé un nègre, c'est-à-dire une personne qui se substitue à l'auteur défaillant. Alors, rappelons un petit peu les élites littéraires qui ont écrit des autobiographies. D'abord, du point de vue chronologique, hein, les études autobiographiques sont surtout nombreuses à partir du 19e siècle et tout au long du 19e et jusqu'à la guerre de 39-45. Ensuite, par exemple, je donne donc Guy de Maupassant a écrit une autobiographie, Alfred de Vigny, Journal d'un poète, le peintre Delacroix, Maurice Barrès, Julien Green, hein, son journal notamment. Bon, la Seconde Guerre mondiale va interrompre un petit peu ce flot d'autobiographie parce que, disons, ce genre ne fait plus tout à fait autorité, on trouve qu'il n'est pas assez original, donc il y a d'autres genres littéraires donc, qui le secondarisent, disons. Mais, en 1970, il y a un auteur français, Philippe Lejeune, qui va donner un relan à l'autobiographie. Philippe Lejeune va publier plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est Le Pacte autobiographique, qu'il publie en 1975 et qui est réédité plusieurs fois au Seuil. Il écrit aussi Je est un autre, et il va réhabiliter l'autobiographie comme un domaine d'invention. Il va justement dire, attention, ce n'est pas un genre périmé, figé, et puis un domaine de recherche. Alors, il propose d'abord une définition claire de l'autobiographie en disant c'est un récit en prose, qu'une personne réelle fait de sa propre existence, quand elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Donc un récit qu'une personne réelle, donc ce n'est pas un auteur c'est pas de l'autofiction. Hein. Et le récit est quand même centré sur la formation et l'évolution de l'autobiographie. Alors, Philippe Lejeune nous dit il faut qu'il y ait, pour que ça marche bien, que ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les lecteurs prennent plaisir à lire ces autobiographies, il faut une sorte de pacte tacite entre l'auteur et le lecteur. Alors, ce pacte, il est fondé sur le fait que d'abord, l'auteur s'engage à raconter sa vie dans un esprit de vérité, c'est-à-dire qu'il ne la magnifie pas, il ne passe pas sur les points noirs, les faiblesses, et il dit même, je l'ai écrit ici, que l'auteur doit se montrer tel qu'il est, quitte à se ridiculiser. Donc, on est proche de la confession. Bon. Donc, il faut que l'auteur mouille sa chemise. Et deuxième élément, en revanche, l'auteur est en droit d'attendre du lecteur un jugement loyal et équitable. C'est-à-dire que le lecteur n'a pas, enfin, il fait ce qu'il veut, le lecteur, évidemment, mais normalement, pour que les choses fonctionnent bien, l'auteur n'a pas à ridiculiser l'auteur, le lecteur, pardon, n'a pas à ridiculiser l'auteur, à ne s'intéresser qu'aux faiblesses de l'auteur, mais il doit faire comment dirais-je, faire la place entre ce qui est positif et ce qui est négatif dans la vie de l'auteur.
Et à partir de cette période, il y a des autobiographies tout à fait intéressantes, comme Roland Barthes, par Roland Barthes, qui paraît en 1975, et où l'écrivain s'ingénie, disons, à brouiller les cartes. Par exemple, il dit « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman ». En réalité, ce n'est pas du roman, c'est vraiment de la vérité. Mais l'auteur se plaît un peu à brouiller les pistes. Patrick Modiano, donc, bien entendu, très célèbre écrivain, écrit dès 1977 un livret de famille qu'il appelle, en 82, de Six braves garçons. Ici, j'ai mis Souvenirs dormants. En principe, ce sont des romans, mais en réalité, ce sont des autobiographies. Donc, au total, ce que je voudrais dire, c'est que le genre autobiographique se porte plutôt bien. Et oui, je voulais citer un dernier ouvrage. Ivan Jablonka, c'est un jeune et très talentueux historien qui écrit et qui a écrit son autobiographie qu'il a appelée En camping-car. C'est très bien écrit, c'est très intéressant, à la fois amusant et aussi révélateur d'une époque, l'époque où la famille prend ses vacances en camping-car et s'en va en Yougoslavie, ailleurs. Bon, mais aussi, en même temps, évidemment, c'est un reflet de la société de l'époque. Ivan Jablonka considère que l'autobiographie doit être sociale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister uniquement à parler d'un individu, mais à remettre cet individu dans le contexte social. Donc, élite littéraire, je viens d'en parler un peu, mais les élites politiques sont très intéressées aussi par l'écriture de l'autobiographie. Alors, je vais prendre 3 cas, rapidement. Un premier cas, des pays où il y a une vraie tradition d'écriture, que les hommes politiques, dès qu'ils ont cessé leur fonction, aussitôt ils se mettent à écrire leur autobiographie. C'est la Grande-Bretagne. Alors, j'ai l'embarras du choix depuis Winston Churchill, qui écrit donc ses mémoires assez rapidement, Harold Wilson, qui donc lui aussi publie ses souvenirs, toujours donc en Angleterre, Margaret Thatcher, intitulé 10 Downing Street, c'est vous savez le siège du Premier ministre en Angleterre, Tony Blair, ses mémoires. Donc, l'Angleterre, c'est une tradition, c'est très fréquent. Deuxième cas, le cas inverse. Il y a des pays où la tradition des mémoires était nulle. Et même écrire ses mémoires était considéré comme un acte contraire à l'esprit de l'idéologie dominante, puisque je parle des États communistes. Donc, dans ces États, avant Khrouchtchev, Trotsky, par exemple, a bien écrit Ma vie en 1930, mais en réalité, ce n'est pas du tout un ouvrage de confidence personnelle, mais ce sont des arguments politiques à propos de sa lutte contre Staline. Staline écrit donc 13 volumes entre 1936 et 1951, intitulés Œuvres, mais là aussi, ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Un bolchevique, un communiste, un socialiste, un marxiste ne raconte pas sa vie. Sa vie n'a pas d'importance. Ce qui est important, évidemment, c'est la collectivité. Et alors, il y a un homme qui, le premier, rompt ce comportement, ces principes, c'est Khrouchtchev, qui est écarté donc de la vie politique brutalement en 1964 et qui, 6 ans plus tard, laisse publier aux États-Unis
ses souvenirs, donc en 1970. Bon. Et par la suite, il y aura également, mais beaucoup plus tard, des mémoires de Brejnev. Il y a une trilogie autobiographique consacrée à ce qu'il considère comme des exploits pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est souvent loin de la vérité. Et puis, il y a Gorbatchev qui va arriver avec plusieurs ouvrages, notamment l'un intitulé Mémoire. Il y aura Yeltsin aussi. Bon, pour le moment, Poutine, il y a des ouvrages écrits sur Poutine, mais Poutine ne raconte pas sa vie. Enfin, troisième cas, des pays où se sont développées les autobiographies d'hommes politiques récemment. C'est le cas de la France. Alors, récemment, tout est relatif, hein. Donc, notamment à partir de la période de Mitterrand. Donc, il y a le fameux verbatim de Jacques Attali. Vous savez, Jacques Attali était un des conseillers de François Mitterrand. Et donc, il avait un petit bureau, là, pas loin de celui du président. Il voyait rentrer tout le monde. Il assistait à beaucoup de réunions et il a noté tout ça. Bon, il n'a pas tout vu, il n'a peut-être pas tout compris, même s'il est remarquablement intelligent, mais il a laissé pour les historiens ces verbatims qui sont d'une grande, grande richesse. Ensuite, il y a donc toutes sortes de mémoires, Édouard Balladur, 2 ans à Matignon, Chaban, Delmas, Mémoire pour demain, Édith Cresson, Histoire française, Giscard d'Estaing, Raymond Marcellin, qui a été ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, donc Mémoire interrompue, et enfin François Hollande, donc les leçons du pouvoir. Par conséquent, ce que je voulais vous rappeler brièvement, hein, c'est que l'autobiographie était un genre prisé, que ce soit par les personnalités littéraires, les romanciers, que politiques. Un mot maintenant sur les autobiographies populaires. Puisque j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai représenté ce schéma en disant les autobiographies sont surtout écrites pour le moment par les élites tout à fait en haut de la pyramide et puis en bas les classes populaires. Alors les classes populaires, donc par exemple en France, il y a 2 collections qui ont publié beaucoup de ces autobiographies. C'est chez Plon la collection Terres humaines qui a commencé dès 1954 très brillamment. Et puis, il y a la collection chez Robert Laffont, Vécu, qui commence en 1967. Et dans ces 2 collections, on trouve beaucoup d'ouvrages très intéressants. Bon, comme les plus anciens d'entre vous se souviennent du succès de l'ouvrage de Jacques Elias, Le Cheval d'Orgueil, qui raconte donc la vie quotidienne d'un Breton au début du siècle, du XXe siècle. Il y a comme récit de vie très célèbre le récit de Papillon, donc ce hors-la-loi hein, de la période contemporaine qui a été au bagne, etc. Donc ça a passionné les foules. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans les autobiographies populaires, il y a eu très vite des catégories, des genres. Par exemple, les femmes. Les femmes avaient été les grandes muettes de l'histoire, donc on a essayé de les réhabiliter en les faisant parler. Alors, par exemple, il y a les institutrices. Émilie Carle hein, a eu un succès phénoménal avec sa soupe aux herbes sauvages. Ma mère était enchantée par ce livre. Elle en parlait très souvent. Donc, il y a les femmes. Bon, j'ai cité qu'Émilie Carle, il y en a bien d'autres. Les enfants ont eu également beaucoup de succès. Le Pen nu, donc, un petit arabe. Antoine Silver, Toi nous, un enfant auvergnat. Le Pain de la terre, ça se passe en Vendée, donc c'est des récits d'enfance, souvent d'enfance très difficile, malheureuse. Les ouvriers ont été également, on leur a tendu, si je peux dire, le micro, dans Terre humaine, chez Plon, que je citais tout à l'heure, les mémoires d'un serrurier. Et puis, il y a les paysans. Alors, les paysans, il y a quelques best-sellers. Hein.
Grenadou, paysan français, a eu beaucoup de succès. Papa Bréchard, vigneron du Beaujolais aussi. Mais je voudrais en citer deux autobiographies de paysans particulièrement célèbres. Pour notre région, nous vivons dans les Hautes-Pyrénées, il y a l'ouvrage d'un ami, Georges Buisan, aujourd'hui disparu, qui habitait à Tarbes et qui, donc, dans son voisinage, avait un monsieur qui s'appelait Henri Fédacou, qui avait été, je crois, facteur, qui était à la retraite. Et en parlant avec lui, Georges Buisan s'est aperçu que c'était vraiment un témoin extraordinaire de la vie en pays Toy, en vallée de Barèche, au début du XXe siècle. Et Georges Buisan, donc, l'a interrogé longuement. Ce récit apparu d'abord dans la Nouvelle République, a eu un succès fou et a été plusieurs fois publié et republié. À côté, j'ai mis Émile Guillaumin, La vie d'un simple. Alors, personnellement, c'est un ouvrage qui m'a enchanté. C'est un des ouvrages que j'ai préférés. Émile Guillaumin, donc, n'est pas un paysan. C'est donc une biographie, mais qui est une autobiographie en réalité. Ça raconte la vie d'un paysan au XIXe siècle, depuis le premier tiers du XIXe jusqu'à la fin. C'est magnifique, très simple, ça décrit tout, ça décrit la misère, ça décrit les espoirs, ça décrit certains événements politiques, notamment. C'est un chef-d'œuvre. On le trouve toujours en livre de poche, il est édité et réédité. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Ah, ici, voilà. Donc, les paysans, et je terminerai par les instituteurs qui ont eu leur heure de gloire aussi, Monsieur Brageon, maître d'école, et puis Édouard Bled, vous savez, le Bled qu'on a tous eu pour l'orthographe. Eh bien, Monsieur Bled a écrit ses souvenirs chez Robert Laffont, Mes écoles. Voilà donc ces deux grandes catégories. Donc, alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écrit ma propre vie, je ne fais ni partie des élites, ni des classes populaires. Bon, et je n'ai pas eu une vie extraordinaire et je n'ai pas eu une vie héroïque. Alors, il n'y a pas de place pour nous, pour moi. Eh bien, je me suis dit que si, peut-être. Et je vais vous donner maintenant ma petite réponse à cela. Alors, je partirai d'un extrait d'une romancière russe qui écrit « La vie s'éclaircit quand on s'efforce de la mettre en mots ». Parce que la question, c'est à quoi ça vous sert d'écrire votre vie dans la mesure où vous n'avez pas eu une vie extraordinaire, vous n'avez rien de fondamental à raconter. Bien, si, ça va me servir à mieux comprendre ce qu'a été ma propre vie. Et bien sûr, en vous disant cela, je vous encourage, c'est un peu le but, hein, à vous aussi vous lancer, pourquoi pas, dans une autobiographie. Alors, allons plus loin. Et j'ai essayé, après donc avoir terminé d'écrire cette autobiographie, de me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, j'ai sélectionné 6 apports que je vais développer devant vous. Peut-être qu'à un moment donné, donc ça s'arrêtera et je reprendrai sur une seconde vidéo, parce que je crois que les vidéos sont limitées à 40 minutes. Hop, ça s'arrête d'un coup. Mais n'ayez pas peur, je reprendrai sur une autre vidéo. Alors, premier acquis pour moi, il n'y a pas de quoi d'ailleurs pavoiser, il n'y avait peut-être pas de quoi écrire un ouvrage de 600 pages pour en arriver là, mais ça m'a confirmé le fossé qu'il y avait avec la vie de mes ancêtres. Je ne parle pas de mes ancêtres de la période gauloise ou médiévale, je pense uniquement à la vie de mes parents, de mes grands-parents.
c'est ce qui m'a le plus frappé, que en une génération, les choses aient autant changé dans le style de vie, etc. Deuxième acquis, eh bien, ce qu'on pourrait appeler un parcours social, ça n'a rien d'orgueilleux de parler de ça, c'est-à-dire donc comment vous êtes donc dans un milieu social en naissant et comment vous progressez par la suite. Progresser, sans, enlevons la notion de progrès. Que devient votre vie? Est-ce que vous restez dans votre milieu social, comme moi j'aurais dû, normalement, s'il n'y avait pas eu M. Hitler pour déclencher une guerre, ben, j'aurais dû me retrouver dans un café de Paris, prendre la succession avec mon frère du petit café Bois Charbon que mes parents avaient créé. Bon. Et c'est pas ça, je ne suis pas aujourd'hui, vous le savez peut-être, derrière un comptoir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est effectué mon parcours social? Et ça, j'y avais jamais vraiment réfléchi avant de faire cette autobiographie. Réflexion aussi sur mes facultés intellectuelles. Alors là, faisons également un effort pour ne pas penser que c'est de la vantardie. Je ne vous dis pas qu'elles sont développées. Au contraire, dans quelques instants, je vous donnerai mon QI qui est très bas. Mais, comme tout être vivant, j'ai des facultés intellectuelles. Et en écrivant mon autobiographie, j'ai mieux compris, j'ai mieux réalisé comment j'avais pu développer et dans quelles circonstances certaines facultés intellectuelles. Après, une découverte, là aussi, vous allez me dire, c'est pas la peine d'écrire, je vous l'aurais dit. Mais pour moi, comme je crois la plupart des personnes, les 6 premières années de ma vie ont été fondamentales. Fondamentales pour la construction de ma personnalité, pour peut-être aussi des problèmes que j'ai traînés toute ma vie. 5, qu'est-ce qui fait finalement l'unité d'une vie? Une vie, on s'en aperçoit quand on veut essayer d'écrire une autobiographie, c'est vraiment en dents de scie, ça va apparemment dans tous les sens. Hein. Il y a ce qu'on dit, les circonstances vous portent. Ah oui, j'ai fait ça parce que, vous savez, on m'a dit, bon, puis après est arrivée la guerre et j'ai dû faire ceci, puis j'ai fait mon service militaire, enfin bref. On a l'impression d'être ballotté par les circonstances, et c'est en partie vrai. Mais ce que j'ai cru découvrir dans ma petite vie, c'est qu'il y avait des fondamentaux. On a des gènes, ça personne ne le nie, et dans ces gènes, il y a des... on est un peu programmé pour certaines choses. Bon. Et il m'a semblé, par exemple, que dans ma vie, ce qui faisait un dénominateur commun, c'était cette espèce de passion que j'ai toujours eue de transmettre du savoir et qui s'est exercée de différentes manières, dans l'enseignement certes, mais pas uniquement. Et enfin, c'était une confirmation, le fait qu'il y ait eu plus qu'une passion, une espèce d'obligation, comme un devoir moral, c'est d'explorer le passé. Pourquoi? Bien, explorer le passé pour lutter contre la mort, pour sauver ce qui a été et ce que l'homme oublie très vite. Et l'historien est là pour faire cela. Et ça m'est apparu comme quelque chose, alors je ne veux pas exagérer, je ne vais pas vous dire une vocation, je ne vais pas vous dire c'était un devoir sacré, mais très vite, c'est devenu pour moi une nécessité, oui, une obligation. Voilà donc les 6 grands acquis de ma réflexion autour de mon autobiographie. Alors,
Déclinons, je vais reprendre un petit peu tout cela. Alors, je vous disais, premier constat, banal peut-être, mais c'est le fossé qui m'a séparé, qui me sépare de la vie de mes ancêtres. Alors, bon, j'ai mis exprès Vercingétorix, je ne parle pas de mes ancêtres que je ne connais pas d'il y a 2000 ans, évidemment. Quand je dis différence de vie, je ne parle pas non plus uniquement de la technologie des transports. Bien sûr que mes parents, mes grands-parents n'ont pas connu le mobile, Internet, etc. Bon, tout ça, c'est des banalités de le remarquer. Non, je parle d'un style de vie, de croyance, de mentalité. Comment tout cela, en une génération, a basculé. Ça m'a frappé. Alors, rapidement, ça n'a pas un intérêt capital, mais enfin, je parle de ma vie, je suis bien obligé de vous dire d'où je viens. Donc, mon père est originaire du sud Aveyron. L'Aveyron, vous voyez, a une forme un peu comme la Corse, un petit peu, bon, en tout cas allongée. Donc, mon père était du sud Aveyron, Montfranc. Ma mère était du nord Aveyron, Mur de Barès. Ils se sont quand même rencontrés. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le TGV. Il n'y est toujours pas d'ailleurs à Aveyron. Il s'en faut. Bon, après, les familles de mon père, donc mes grands-parents, si vous voulez, étaient eux originaires du Tarn, tout à fait voisins de l'Aveyron. Les uns s'appelaient Soulé, évidemment, et les autres s'appelaient Mas. Et du côté de ma mère, ils étaient originaires, eux aussi, du département voisin, du Cantal. Hein. Les uns étaient les Oratus et les autres s'appelaient Denebout. Donc, au total, tous mes ancêtres sont nés, ont vécu, enfin, tous mes ancêtres, j'ai fait l'arbre généalogique, jusqu'au XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, on ne peut pas, vous le savez, sauf si on est de famille noble, on ne peut guère remonter plus haut. Donc, moi, là, jusqu'au XVIIe siècle, toute ma famille est restée dans un rayon de 50 kilomètres. Croyez pas que je m'en réjouis, je le déplore. J'aurais aimé avoir des ancêtres partis en Argentine, des ancêtres étrangers, italiens ou comme ça. Bon, rien, rien. Donc, voilà pour ma famille. Je creuse toujours un peu quelle était la situation sociale du côté de mon père d'abord. Alors, du côté de mon père, les premiers métiers, je ne sais pas grand-chose. Hein. Premier métier, c'était charron. Vous avez la photo de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Jean Soulet, qui était né en 1850. C'est pas mal déjà d'avoir des photos. Alors, elle ne date pas la photo de 1850, elle date de 1900 et quelques. Mais mon arrière-grand-père était né, et mon arrière-grand-mère, en 1850. Bon. Alors, le premier métier de mes ancêtres, c'était la charronnerie. Ils étaient charrons. Et vous savez qu'une des tâches principales du charron, c'était la fabrication des roues à moyeu, des roues donc légères, résistantes. Il fallait les cercler de jantes par une roue à peu près donc de 50 cm de diamètre. Il fallait une journée de travail pour faire cela. Hein. Puis après, il fallait faire le reste, pas simplement les roues, mais le corps du chariot, que le chariot soit adapté à la route, au virage, choisir le bois, un bois dur, résistant, chêne, hêtre. Un charron, c'était un vrai métier. Il fallait 5 ans d'apprentissage. Je décris cela avec envie, avec honte. Honte parce que je suis incapable, j'ai jamais utilisé un rabot, une scie, je ne bricole pas, donc voilà quelque chose qui s'est totalement perdu, si vous voulez. Bon. Alors, mon arrière-grand-père était charron. Son fils, c'est-à-dire mon grand-père, que vous voyez en dessous, là, né en 1875, avec à côté son épouse, et 3 de ses 5 enfants. Pour la petite histoire,
le bébé qui est sur les genoux là, de ma grand-mère, c'est mon père, né en 1905. Bon. Alors, je reviens à mon grand-père, qui s'appelait aussi Jean Soulet. Lui, il ne devient pas charron, mais son père lui achète une ferme dans l'Aveyron. C'est comme ça qu'il s'installe donc à la tête d'une petite propriété, pas très prospère, et il aura beaucoup de mal, pardon, à la rendre justement rentable. Bon. Donc des paysans, mais des paysans propriétaires. Par rapport à ma famille maternelle, ils sont dans la hiérarchie sociale au-dessus, ils sont paysans propriétaires. C'était quand même une toute petite propriété, mais enfin, quand même. Bon. Alors, du côté maternel, c'est assez simple. Ma grand-mère était, ses arrière-grands-parents, ma grand-mère, étaient des enfants trouvés. Donc, pour la généalogie, ça a été facile à faire. Hein. Tous les deux étaient nés vers 1829 à Mors, dans le Cantal. Et donc, sur l'acte de naissance, enfants trouvés. Alors, ces enfants trouvés, ils deviennent journaliers, c'est-à-dire domestiques. Mais journalier, c'est pire que domestique, parce qu'un journalier, comme son nom l'indique, était employé à la journée. Donc, on avait tant des travaux particuliers à faire ponctuellement. Allez, on t'engage. Après, hop, tu peux repartir. Un domestique, souvent, était à l'année et parfois même restait tout le temps à la propriété. Donc, ils sont simples journaliers. Ils deviennent métayers. Socialement, c'est un peu mieux. Donc, les métayers, vous le savez, c'était des gens qui recevaient une propriété en location et ils payaient cette location moitié en produits de la propriété et l'autre moitié en argent, métayers. Bon. Mais les conditions des métayers étaient très dures. Mais il y a, vous voyez, j'ai mis une échelle, il y a une opportunité pour que la famille, là, je parle donc de la famille maternelle, hein, eh bien, il y ait une petite ascension. En effet, en 1901, Marguerite Horatus, ma grand-mère, qui était donc fille de métayer, de journalier, petite fille d'enfant trouvé, eh bien, elle se marie avec Guillaume de Nemoud, mon grand-père, qui, lui, était fermier. Alors, fermier, c'était un peu comme métayer, mais au-dessus, on travaillait une ferme, mais on avait on avait uniquement à donner un loyer en espèces et non plus en nature, en général, parce que les contrats étaient très compliqués et changeaient selon les régions. Donc, ce que je veux dire, c'est que Marguerite Horatus, qui, entre parenthèses, ma grand-mère, est enceinte de 5 mois lorsqu'elle épouse Guillaume de Nemoud. Ça, elle ne l'avait jamais dit, la coquine. C'était un secret de famille. Je l'ai découvert en faisant l'arbre généalogique. Donc, Marguerite Horatus, fille de métayer, se marie donc avec un fils de fermier. C'est pas quand même le roi de Prusse, hein. J'exagère pas la montée sociale, mais c'est une petite montée. Donc, les voilà fermiers, ayant des enfants, notamment ma mère, en 1908. Ils sont fermiers et il va leur arriver une chose inattendue, et là aussi une montée, je ressors mon échelle. En effet, en 1907, mon grand-père hérite d'une maison au bourg voisin, un chef-lieu de canton du Nord-Aveyron qui s'appelle Mur-de-Barès. Et là, donc, un vague parent qui avait fait fortune à Paris est revenu au pays. Il était veuf et il leur a demandé de s'occuper de lui pendant ces dernières années et il les ferait héritiers. C'est ce qu'il a fait. Donc, ils ont hérité de cette maison au bourg et ils ont décidé d'abandonner donc le fermage, la vie paysanne, pour devenir marchands de vin en gros à Mur-de-Barès.
Les voilà, hein, mon grand-père, qui doit avoir à l'époque 45 ans, hein, là on lui donnerait 80 ans, ma grand-mère, euh, ma tante aînée et la petite Jeanne, c'est ma mère. Alors, j'ai fait enregistrer par un ami, Daniel Desmoulins, quelques extraits de mon livre à ce sujet. Donc, je vais émailler cette vidéo d'extrait. J'espère que ça va marcher. Alors, ça ne marche pas. Alors, attendez. Au sein de la famille, l'éducation est stricte. Venant d'accéder à une position sociale supérieure, symbolisée par l'héritage d'une belle maison au chef-lieu du canton et l'ouverture d'un commerce, les Donneboud, qui jusque-là étaient de simples ouvriers agricoles ou fermiers, ont à cœur de tenir leur nouveau rang. Photographiés avec leurs enfants à l'arrière de leur maison, tout, aussi bien dans leurs habits que dans leur maintien, les apparentent à des bourgeois cossus. Ils en ont également les valeurs culturelles. Même si mon grand-père est loin d'être un dévot, son épouse tient à ce que les enfants pratiquent assidûment la religion catholique. Pour cela, ils sont scolarisés dans une école privée et non pas à l'école laïque. Ils appartiennent aux confréries et associations de la paroisse, comme les Enfants de Marie, se rendent à tous les offices, notamment le dimanche à la grand-messe du matin et aux vêpres du soir. Bien entendu, ils font en grande pompe communion et confirmation. Donc, c'est voilà une famille paysanne qui s'embourgeoise, petite bourgeoisie, mais là, on assiste à une ascension sociale, bon, qui sera hélas de courte durée. Alors, je voudrais terminer en citant quelques faits, pas extraordinaires, mais importants qu'on trouve dans toute famille. Par exemple, donc, toutes les familles françaises ont été marquées par la guerre de 14. Donc, mon grand-père est allé à la guerre, mais comme il souffrait d'une maladie de cœur, il a été dans l'auxiliaire. Par contre, ses deux frères sont allés au front, notamment l'un de ses frères, donc mon grand-oncle, Joseph de Neboude. Joseph de Neboude, c'était un petit paysan propriétaire du Cantal, mais dans une zone vraiment très défavorisée, donc vraiment dans un trou, comme on dit. Il ne devait pas avoir fait beaucoup d'études, mais il écrivait, il avait une belle écriture, hein, et surtout, j'ai découvert que c'était un homme qui avait une conscience de la réalité de la guerre, un esprit critique extrêmement acéré. Donc, cette lettre, j'en ai plusieurs, qui date du mois de janvier 1915, la guerre a commencé à peine depuis 6 mois, hein, eh bien, en voici un extrait. Pour sortir les Prussiens de chez nous, il n'y faut plus songer, c'est impossible. Ils sont trop bien retranchés. Ceux qui ne sont pas sur le front de combat ne savent absolument rien de ce qui se passe. Ils sont gonflés par les journaux, mais la liberté de la presse n'existe plus depuis la guerre. Un journaliste qui divulguerait quelque chose de la situation passerait de suite au conseil de guerre, serait jugé et fusillé dans les 24 heures. Quand nous avons des désastres, ils annoncent une victoire. À l'intérieur de la France, ils croient à la victoire finale, mais l'avenir leur réserve des surprises. Depuis le début de la guerre, le 286e régiment d'infanterie a perdu environ 4000 hommes, morts ou blessés. À présent, on ne peut plus compléter le régiment. Ceux qui ont plus de 40 ans ne peuvent pas marcher avec nous et les jeunes de la classe 1914 ne peuvent pas supporter la fatigue et le froid. La moitié tombe malade.
Le 12 décembre, notre régiment a été fort éprouvé. Il a perdu 1350 hommes sur 2000. Quand en France on connaîtra le nombre de morts, on verra qu'après la guerre, il faudra faire appel aux étrangers et que la moitié de la France restera inculte après la guerre. Ce sera la misère partout et il fera cher vivre. En ce moment, nous dansons une drôle de tango. Si nous sommes là, c'est bien notre faute. Nous avons mis des députés en place qui n'étaient pas capables de remplir leur mission. Au lieu de fortifier la frontière, ils nous ont volé des millions et des milliards qu'ils nous avaient arrachés en nous surchargeant d'impôts de toutes sortes. Aujourd'hui, nous comprenons. Seulement, c'est trop tard. Ceux qui ont déclaré la guerre peuvent l'arrêter quand ils voudront, et la guerre peut finir aussi bêtement qu'elle a commencé. Donc, dans la prochaine vidéo, nous aborderons donc le deuxième acquis, selon moi, de cette autobiographie, c'est-à-dire une vision plus claire de mon parcours social. À bientôt, le plaisir de vous retrouver.